ce que je présente aujourd'hui correspond à la partie londonienne du Survival Kit. Euh, Pourquoi je suis allée à Londres? Donc, il s'agissait d'aller dans les archives de deux lieux, de l'université, enfin une université et une galerie, SOAS University et Whitechapel Gallery, parce que en 1995, il y a eu un énorme événement, un événement assez important qui s'appelait donc Africa 95, qui a invité des artistes de tout le continent en Angleterre. Cet événement a été parrainé par la reine Elisabeth, Nelson Mandela et le président Léopold Sédar Senghor. Donc, dans ce contexte-là, il y a eu différentes activités, des concerts, des expositions, des spectacles de danse, avec à chaque fois au cœur de ces activités-là des artistes du continent. Et donc, moi, dans ma perspective qui concernait les arts visuels sénégalais, j'ai voulu comprendre ce que ces trois artistes sénégalais, trois artistes issus des arts visuels, avaient fait à Londres et pourquoi finalement ces travaux-là étaient intéressants et importants. Et nous sommes aujourd'hui au British Council parce que pour aller à Londres, j'ai fait une application, une candidature qui a été retenue et qui m'a permis d'avoir un grant pour faire ces recherches-là en Angleterre. Et donc, c'était tout à fait logique pour moi de revenir au British Council après mon voyage pour restituer ce travail-là. Donc, Survival Kits est un projet global, je reviendrai plus tard dessus. Du coup, ce projet questionne la transmission, qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures. Je pense que le fait d'être devenu parent m'a poussé à questionner cette transmission-là. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet à leur génération? Et du coup, j'ai questionné l'archive familiale, disons ça comme ça, pour pouvoir être capable de dire en fait à mon fils qui était son grand-père, mais aussi la génération dans laquelle il s'est inscrit. Donc, comme je le disais, il s'agit d'un événement assez important qui a eu lieu donc en Angleterre. C'était assez exceptionnel parce que c'était après le Festman de Senghor au Sénégal, l'une de ces rares initiatives où on présentait en fait tout ce que l'Afrique avait à offrir en termes de culture. Et donc, c'était vraiment un événement pluridisciplinaire où on retrouvait, comme je le disais précédemment, des expositions, des festivals de cinéma, de danse, de théâtre, des concerts, etc. Et cet événement-là était en fait important parce que il a permis de faire une espèce de photographie de la scène, des scènes culturelles africaines, puisqu'elles sont multiples. Et c'était un événement qui, de par ce parrainage par la reine, par Léopold Sédar Senghor et Nelson Mandela, a été largement diffusé à la télévision anglaise, beaucoup de presse internationale et également la BBC et pas mal d'autres radios. Donc, c'était également une grande opportunité pour les artistes du continent d'être vus et d'être connus dans ce milieu anglophone-là. Cet événement a été organisé a été commissarié par Clémentine Delis, qui est donc une commissaire d'origine anglaise, mais qui a eu une expertise et une expérience sur le continent pendant plusieurs années. Et en fait, à travers l'université avec laquelle elle travaillait, donc SOAS, elle a, avec différents collaborateurs, évidemment, mis en place cet événement-là. Et c'est elle qui l'a pensé, c'est elle qui a sélectionné des artistes, parce qu'en réalité, depuis 1988, pendant 7 ans, elle a parcouru le continent à la découverte de ces scènes-là, à la découverte de ces artistes-là. Et donc, elle a voulu présenter, en fait, cette sélection d'artistes qu'elle avait rencontrés et choisis en Angleterre durant le Africa 95.
Donc, c'est intéressant aussi pour moi parce que c'est une femme. Et à l'époque, c'était très rare qu'une femme commissarie un événement de cette envergure-là. Donc, merci Clémentine Delis d'avoir organisé ça. C'est quelqu'un qui est toujours en pratique, qui est aussi professeur d'université, docteur Clémentine Delis d'ailleurs, on l'appelle comme ça. Et il s'avère que c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée dans mes recherches. Et en l'occurrence, ce que j'ai trouvé à SOAS, c'est à 99,9% son archive à elle, puisque en tant que commissaire, elle a tout organisé. Quand j'ai fait une recherche sur Internet autour de Africa 95, je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est des coupures de presse, ce genre de choses. Mais en allant sur le site de SOAS, donc cette université basée à Londres, je me suis rendu compte que l'archive Africa 95 était organisée. Donc, SOAS, l'université, a tout documenté, tout identifié. Et donc, en fait, sur le site, c'est ce que vous voyez là, vous pouvez avoir par sujet toutes les informations relatives à Africa 95, donc le management, les finances, les courriers, les catalogues d'exposition, vraiment tout y est listé, tout y est référencé. Donc, avant d'aller à Londres, j'ai dû analyser et identifier ce que j'allais chercher. Parce que l'archive de SOAS, c'est 52 boîtes dans lesquelles il y a énormément de choses. Et j'étais en Angleterre une semaine. Il faut aussi savoir que pour consulter l'archive de SOAS, il faut respecter des règles, s'enregistrer, prendre rendez-vous, payer un certain nombre de choses. Et du coup, j'avais un temps très limité. Et donc, c'était important pour moi, avant d'arriver à Londres, de pouvoir savoir ce que j'allais chercher et dans quelle boîte j'allais chercher. Donc, ce qui est bien parce que maintenant, j'ai une idée très claire de où sont les choses. Ce que vous voyez à droite, c'est la liste des artistes africains qui ont participé à Africa 95. Et ce que j'ai remarqué en tombant sur cette liste, c'est effectivement, il n'y avait que 3 Sénégalais dans les arts visuels, j'entends. Et il s'agissait donc de Souleymane Keita, Issa Samb, connu sous le nom de Joachim également, et El Hadji Sy. Dans ces archives, j'ai trouvé énormément de choses, notamment des lettres. Donc, c'est une photographie, ce que vous voyez à l'écran est une photographie d'une de ces lettres. C'est une lettre que El Hadji Sy a fait à Clémentine Delis, donc la commissaire de l'exposition. Donc, cette lettre date de 94, novembre 94, donc pratiquement un an avant l'ouverture de l'exposition. Et ce qui était intéressant pour moi de voir dans cette lettre, c'est déjà de découvrir qu'il y avait toute une correspondance avec le continent, avec les réalités de l'époque, à savoir pas d'email, pas de WhatsApp. Donc, c'était des fax. La plupart des artistes sénégalais qui étaient invités, dont mon père n'avait pas de numéro de téléphone, donc il fallait trouver à chaque fois un moyen pour les contacter. Et j'ai pris cette lettre en exemple parce que ici, El Hadji Sy raconte il raconte ce qu'ils vont présenter. Donc, il introduit en fait ce qu'il veut présenter dans le cadre de cette exposition, 7 Stories about Modern Art in Africa. Donc, l'exposition à laquelle lui, il a pris parti avec Issa Samb et Souleymane Keita. Et dans cette lettre, il dit bien que c'est le témoignage d'une expérience en cours et que cette exposition, au-delà d'être des œuvres plastiques finalement exposées sur les murs, sera un opéra dramatique. Donc, il y aura une partie de l'exposition qui sera de la performance. Et ça, un an avant, il le savait. Et c'était intéressant aussi pour moi de découvrir qu'en réalité, au-delà d'être un artiste qui expose dans cette exposition 7 Stories, il est aussi en réalité commissaire. Donc, je reprends ces mots quand il dit que c'est finalement une mise en exergue des mutations et des déviances de cet art majeur qu'est les arts visuels.
il y avait une espèce d'urgence à aller dans ces archives-là parce que ils partent. Ils partent et il était important pour moi de pouvoir aussi, à une moindre mesure, échanger avec ceux qui ont été témoins de ces époques-là et ne pas me fier uniquement à des documents papier, à une lecture qui est, dans 90% du temps, une lecture eurocentrique sur la performance de ces artistes. Ce que vous voyez ici, c'est une photographie que j'ai photographiée à SOAS, donc, qui fait partie de ces 52 boîtes que j'ai trouvées. Pour des raisons de droit d'auteur, j'ai été obligée de mettre une grande légende au milieu pour contextualiser la photo. Ça a été très difficile pour moi de trouver toutes ces choses et de ne pas pouvoir les prendre avec moi. Parce que c'est l'archive de l'université et elle est donc là-bas et nous n'avons pas le droit de la déplacer. Et il y avait des règles à respecter dans mes recherches, c'est-à-dire que je ne pouvais pas scanner, je ne pouvais pas numériser. Je pense que l'archiviste a eu pitié de moi au bout d'un moment et il m'a laissé avec mon téléphone et mon appareil photo faire quelques photos comme ça, mais j'ai dû signer des documents qui attestent que ça ne sera pas utilisé à des fins commerciales. Donc, c'était aussi intéressant pour moi de découvrir comment, en Angleterre, on gère ces archives. Ici, vous voyez donc sur la droite une photo de Souleymane Keita. On voit sur la première image en haut une photographie de la liste des œuvres qu'il a eu à présenter dans l'exposition Seven Stories. Donc, ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'on a une liste très précise. On a les titres, on a les dimensions, on a les médiums utilisés à chaque fois. Et j'ai trouvé un certain nombre de diapositives qui correspondaient au travail préliminaire que Clémentine Delis, la commissaire, a dû faire pour identifier ces artistes-là. Donc, il y avait beaucoup de diapositives que je n'avais pas le droit de numériser, mais c'était intéressant de pouvoir les voir, de pouvoir confirmer leur provenance. Et comme vous le voyez sur l'image, elles sont à chaque fois identifiées très précisément avec une date, une thématique. Donc là, c'est une diapositive du laboratoire TENK qui a eu lieu à Saint-Louis. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est une photo de Djibril Sy, qui est un photographe sénégalais qui est basé à Saint-Louis et qui est encore parmi nous. Souleymane Keita a eu un parcours assez exceptionnel. Il a eu à voyager, il a eu à exposer un peu partout dans le monde. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai trouvées dans les archives. Et c'était important pour moi de le comprendre parce que on est aujourd'hui dans des questions de mobilité des artistes, mais en réalité, quelques années en arrière, ces artistes pouvaient circuler sans problème. Donc là, vous avez ce que j'ai trouvé par rapport à Issa San, une liste d'œuvres, mais aussi beaucoup de diapositives, des diapositives qui le montrent lui à Dakar, dans son atelier, rue Jules Ferry, qui n'existe plus. Ces diapositives commencent en 92, elles vont jusqu'en 95, parfois même 96. Donc c'est vraiment un patrimoine incroyable parce que, encore une fois, ces lieux n'existent plus. L'artiste aussi a disparu. Et donc, ça fait partie des rares choses qui nous restent, qui témoignent de ce qu'ils ont eu à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Issa Samb, mais je dirais simplement que c'était un artiste multidimensionnel, un philosophe, un dramaturge, un peintre, un comédien, un auteur. Il a eu à faire énormément de choses. Ella Jessie, donc, dont j'ai parlé précédemment, qui est ce troisième artiste qui a participé à Seven Stories. Il s'avère être mon père, mais au-delà de ça, c'est un artiste peintre, un scénographe, un commissaire d'exposition. Et c'est également, avec Jo, l'un des cofondateurs du Village des Arts de Dakar, du laboratoire Agitart, mais aussi de l'initiative Tank.
dont je parlerai plus tard. Là, c'est simplement une photo qui vous montre différentes archives. Donc, il y a le catalogue Seven Stories qui existe, qu'on peut commander sur Amazon. Il y a aussi des plans en fait de la scénographie que l'AGC a fait pour l'exposition. Donc ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans les archives. Je devais mettre des gants à chaque fois pour manipuler les choses. On voit également sur l'image en bas à droite de l'écran qu'il y a eu une autre exposition à la Royal Art Academy. Et c'est des choses que j'ai découvertes en étant à Londres. Je ne le savais pas avant d'y aller. Et si je n'avais pas trouvé cette archive, je n'aurais jamais su que LHJC, avec 5 autres artistes, ont fait une autre exposition à la Royal Art Academy dans la même période. Ce que vous voyez maintenant, c'est une lettre qui atteste que Whitechapel Gallery a rendu les œuvres 1 an après l'exposition. Et on voit également les coordonnées de certains de ces artistes-là. Et c'est important pour moi de savoir que ce travail-là, il a été rendu parce qu'on est aussi dans des questions actuelles sur la restitution. Et j'étais rassurée de savoir que Whitechapel a rendu les travaux. Juste pour finir cette petite présentation, je voulais quand même dire que j'ai trouvé un certain nombre d'informations sur l'atelier Tank, qui était une initiative qui a eu lieu à Saint-Louis en amont de Africa 95. Et cet atelier a totalement fait partie de l'initiative Africa 95. Et il a eu lieu à l'été 94 dans le lycée Fédère à Saint-Louis. Et c'était donc une rencontre d'artistes avec des ateliers publics. Et ça m'a fait sourire parce qu'on est, nous, dans notre génération actuellement, on pense souvent qu'on a inventé la roue, alors que pas du tout. Il y a eu des initiatives à dimension internationale de ce genre-là. Et c'était un atelier qui a réuni des artistes du continent. Donc, on a sur ce T-shirt que Elsie, à l'époque, a fait, tous les artistes qui ont participé à l'initiative Tank. Donc, on sait qu'on a des artistes du Sénégal, du Zimbabwe, de Namibie, de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, du Maroc. Et donc, pour finir, je voudrais juste dire que cette recherche-là s'inscrit dans une recherche plus large qui ne concerne pas que donc Africa 95, qui s'intéresse à 2 générations d'artistes post-indépendance, donc 1960 à 1990. Certains ne sont pas à l'aise quand je dis 2 générations d'artistes parce que c'est des générations qui se chevauchent, mais disons plus justement que c'est 2 mouvements très distincts. L'un qui a appartenu à l'école de Dakar et l'autre qui s'est vraiment éloigné de ce que l'école de Dakar proposait et de ce que Senghor avait installé. Donc, ce que vous voyez à l'image, c'est un petit bout d'un grand mapping que j'ai dû faire, qui se passe en réalité entre 3 voire 4 pays. Et on voit à l'image des gens que j'ai eu à rencontrer, des gens que j'ai eu à interviewer, mais il y a aussi toutes ces listes d'artistes, toutes ces listes de lieux, de villes dans lesquelles je suis allée. Voilà, et c'est un travail qui est en cours et qui, j'espère, sera présenté en novembre 2023 au musée Théodore Monod